Salut à tous et bienvenue dans Course épique, le podcast qui vous plonge au cœur d'histoires de courses hors du commun. Je suis Guillaume Lalu et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de coureurs passionnés, qu'ils soient élites ou amateurs, pour qu'ils partagent avec nous leurs émotions et les courses qui ont marqué leur vie. Ici, on vibre, on s'inspire et on court autrement. Rendez-vous chaque mercredi pour un nouvel épisode et chaque lundi pour un extrait qui vous donnera de l'élan pour la semaine. Bonne écoute. Salut Anne-Lise. Salut, salut Guillaume. Je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course épique. Tu es de retour à la maison après ces mondiaux espagnols, de ce que je peux voir là derrière toi. Ça ressemble à ton chez toi. Exactement, ouais, on est rentré. Et ça a été épique le retour de ce que j'ai pu comprendre. Ouais, c'était un peu long, la traversée de la diagonale française quasiment d'ouest en est. Ouais, c'était un petit peu long, mais on a réussi à rentrer. Anne-Lise, on est quelques jours après tes championnats du monde, donc c'est l'occasion de revenir évidemment sur ta course qui était ta dernière compétition officielle que tu as très poétiquement appelée ta dernière danse. Et ben moi, je suis prêt à rentrer sur le dance floor pour revenir sur cette dernière danse avec toi, si tu es partante. Alors, Oui, tu connais le podcast. Il y a toujours un petit instant éphéméride au début du podcast. On est aujourd'hui le 1er octobre. Et ce même jour, en 1958, le président américain Eisenhower a créé la NASA. Dans quel état se trouve aujourd'hui, quelques jours après ces mondiaux? Est-ce que tu as encore un peu la tête dans les étoiles ou est-ce que tu es revenu sur Terre? Alors, il a bien fallu revenir sur Terre parce que bon, là aujourd'hui c'est mercredi, donc j'ai pu souffler, mais hier je suis retournée au travail et j'avoue c'était un peu hardcore le retour. Mais ouais, j'ai encore la tête un petit peu sur ces mondiaux, quoi, ça c'est sûr. Et mais les jambes sont de retour à Torrent et à Annecy, alors il faut bien revenir à l'état, à la vraie vie, comme on l'appelle. Tu as eu un lundi off, c'est ça que je comprends? Tu as eu un lundi de repos? On est rentré en Ah, fait vous êtes rentré lundi. lundi. Comme on a profité, bon, il y avait la remise de ces belles médailles dimanche soir. On a fait un petit peu la fête dimanche soir et du coup, le retour, c'était tout Vous le l'avez lundi. bien mérité. Médaille d'or de la fête, j'espère. Ouais, je pense qu'elle était pas mal. Anne-Lise, je voudrais revenir sur une décision que tu as annoncée depuis quelques temps maintenant, qui était de mettre un terme à ta carrière en compétition et de ne pas aller au-delà de ta dernière année de contrat avec Scott. Ça a été quoi les critères de décision? Je crois qu'il y en a eu pas mal de choses qui sont rentrées en ligne de compte. Est-ce que peut-être pour nos auditeurs, tu peux remettre un peu en perspective ce qui a guidé cette décision? Ben, c'est vrai que ça fait depuis 2013 que je suis sur les circuits, que voilà, je fais des saisons relativement complètes. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a forcément l'âge qui rentre en compte, hein. J'ai 37 ans. Je mène de front ma vie professionnelle de véto et ma vie de coureuse de trail. Il y a Faustin qui est arrivé il y a 4 ans. Et je pense que c'est un tout, c'est le fait de voilà, avoir aussi fait de l'ultra qui m'a quand même bien puisé dans mes réserves ces 4 dernières années. Ça a été des aventures extraordinaires, mais je pense que voilà, ça a peut-être accéléré aussi cette décision dans le sens où mener de front des entraînements pour du long, ma vie de maman et ma vie de véto, c'est incroyable, c'est génial, c'est un choix perso aussi, mais ça commence à tirer un petit peu. Donc c'est pour ces raisons-là que c'est ça ma dernière année de compétition. J'ai pu lire qu'il y avait même un petit sentiment de culpabilité, en tout cas une forme de déchirement, en tout cas de laisser Faustin quand il s'agissait d'aller s'entraîner. Alors on imagine les volumes que tu peux faire sur compte tenu des courses que tu prépares. Il y avait aussi d'autant plus cette dimension-là, cette chose-là. Je ne sais pas si ça s'est atténué peut-être avec les années ou est-ce que tu as vraiment vécu depuis 4 ans avec à chaque fois que tu claquais la porte pour aller t'entraîner ce petit déchirement? Ouais, ça a été compliqué. Alors cette année, les entraînements étaient un peu plus courts. Bon, bien sûr, là, mois d'août, on a quand même borné et fait des heures en montagne, mais c'était quand même un peu moindre par rapport à une préparation UTMB ou une préparation hard rock. Mais clairement, en fait, beaucoup posent la question du retour physique suite à l'arrivée d'un enfant. Mais je pense qu'il faut surtout penser au retour mental. Et alors après, chaque femme a son ressenti, mais en tout cas pour moi, j'ai de plus en plus de mal à le laisser pour aller m'entraîner, parce que je ressens un peu égoïste en fait. Et c'est vrai que c'est ça aussi, ça me pousse à vouloir ralentir un petit peu ces entraînements qui peuvent être parfois très longs. Annelise, est-ce que tu te souviens du moment où tu as su que ta décision était prise et que tu allais tourner cette page-là? Est-ce que c'était un moment finalement de sérénité et d'apaisement où il y avait de la place à beaucoup d'émotions, peut-être un peu d'incertitude, ou est-ce que tu savais et tu avais toute l'assise pour prendre cette décision de façon apaisée? J'avoue, c'était vraiment l'année dernière en fait que j'avais pris cette décision. L'année dernière a été compliquée dans le sens où
enfin, je me rappelle et je pense que ça avait un petit peu choqué Adri, mais au départ du mute, je me suis dit bon, plus que 3. Parce que dans ma tête, il y avait le mute, il y avait l'UTMB et j'espérais finir sur une diagonale. Et je pense que voilà, quand on est dans cet état d'esprit où on commence à faire le compte à rebours des échéances, je pense que c'est que voilà, la décision est prise et il faut arrêter quoi. Et c'est vrai que 2024 a été complexe pour ça parce que ma décision a été prise, mais j'ai pas très bien vécu ces 2 dernières échéances qui ont été le mute et l'UTMB. Et c'est vrai que voilà, je voulais pas, je savais qu'il fallait s'arrêter, j'avais envie de m'arrêter, mais d'un autre côté, voilà, l'UTMB, l'échec de l'UTMB, je voulais pas finir sur cette note-là. Et mais voilà, ça a contribué aussi à dire que je veux terminer et que voilà, c'est beaucoup de bonheur de faire de la compétition comme ça, mais c'est dur. Tu as parlé de l'UTMB là, sur lequel tu as abandonné. Est-ce que ce moment-là, ça a été révélateur peut-être d'un décalage entre toi, tes valeurs, tes envies et puis l'évolution du trail de manière générale, ou est-ce que c'est simplement peut-être le poids de l'objectif que tu as beaucoup évoqué, l'exposition que suppose une telle course par rapport à tes aspirations? Est-ce que ça a aussi créé une forme de décalage dans lequel tu ne te retrouvais plus vraiment? Je pense, il y a eu on a voulu faire une préparation la plus optimale possible et je pense qu'on a été trop perfectionniste, que ce soit Adrien ou moi, parce que c'est pareil, je voulais tout faire mais on avait déjà des signaux, enfin, quand clairement, on avait un peu la boule au ventre pour aller s'entraîner, que je prenais plus de plaisir, voilà, c'est clair que il y avait ça. Tu t'es L'enjeu, autorisé à le l'objectif. dire tout de suite, ça, à Nice? Cette espèce d'inconfort, de mal-être un peu, est-ce que ou tu trouvais ça malvenu de le dire? Comment t'as vécu ça? Bah, Adrien en avait conscience, mais après on le disait, on ne l'a pas dit, verbalement, publiquement, on va dire, mais mes proches le voyaient. Mes proches le voyaient et puis Adrien en avait tout à fait conscience. Après, voilà, faire l'UTMB et conclure une carrière d'ultra sans faire l'UTMB, ça aurait été dommage. Honnêtement, c'est pas vraiment un regret. Mais mais voilà, ça faisait partie des objectifs d'un ultra à cocher. Donc je sais pas, est-ce que c'était le fait de pas forcément avoir cette euphorie de participer à l'UTMB? Est-ce que c'est aussi effectivement le poids que ça représente? Et puis clairement, ouais, je pense qu'il y a eu un surmenage à l'entraînement. Après, mais plus mental que physique au final, quoi, parce que je me suis pas blessée. Mais j'en venais presque à espérer la blessure, ce qui est malsain en fait. Est-ce que quand tu projetais la fin et la dernière compétition, est-ce que c'était déjà clair pour toi, ou en tout cas le scénario rêvé, de te dire que ce serait avec l'équipe de France sous réserve de sélection, bien sûr, mais est-ce que c'était la plus belle façon pour toi de mettre un terme à ta carrière? C'est une très belle façon. Après, j'avoue, je l'appréhendais un petit peu aussi parce que, en fait, la plus belle des façons, c'était de finir avec l'équipe et avec Adrien aussi. Et d'un côté, ça me faisait peur aussi de savoir comment on allait se comporter tous les deux, comment allait être notre place réciproque aussi au sein de l'équipe. Mais, euh, mais oui, c'était le scénario rêvé en tout cas, de le finir ensemble. Est-ce que tu peux nous parler de la préparation? Là, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. Dans quelle disposition t'es arrivé, toi, sur ces mondiaux, à la fois d'un point de vue physique et puis peut-être d'un point de vue mental, pour peut-être prolonger ce que tu racontais là à l'instant sur aussi ta place, la relation avec Adrien, la relation avec les autres. Et, voilà, comment est-ce que tu étais, et puis aussi à l'approche et à l'aune de ce qui allait être ta dernière course? Ben, la préparation, bon, elle s'est initiée avant, mais c'est vrai que le cœur de la préparation a été en août. C'est vrai que ce qui a été chouette, c'est qu'on a pu aller faire déjà un stage de reco. Et du coup, ça a permis de rencontrer aussi tous les membres de l'équipe de France. On se connaissait plus avec les entre filles. C'est vrai qu'on connaissait moins, alors à part Benjamin que je connais depuis très longtemps, parce qu'on a été dans la même équipe et puis on me connaît depuis très longtemps, mais sinon c'est vrai que de côté masculin, je connaissais un peu moins l'équipe des gars. Et ce mois d'août a permis vraiment déjà de se rencontrer, de se connaître et ça a été super chouette parce que clairement on a une équipe incroyable. Ça a permis aussi de nous projeter sur le lieu des mondiaux. Et là aussi, j'étais trop contente de revenir dans les Pyrénées. C'était là où j'ai commencé plus ou moins. Et c'est vrai que ce parcours, il m'a plu vraiment dès le départ. Donc voilà, le début de préparation, ça a été ça, la rencontre, et puis après, voilà, l'objectif était là. On a ciblé aussi le terrain de jeu en fonction de
de ce que allait être le parcours des mondiaux. Donc, ça m'a permis aussi d'aller borner dans les Aravis. Je pouvais pas aller en Corse, ça aurait été pas mal, mais ça aurait été... mais les Aravis correspondaient bien au terrain. Donc tout était réuni pour que ce soit une belle préparation, quoi. Tu parlais du terrain là qui te plaisait. Est-ce qu'il était adapté à tes qualités aussi? Bah, je pense. Alors, c'est vrai que les descentes étaient techniques en fait, et c'est ce que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que alors c'est ce qui donne la difficulté de ce parcours, parce que il y a beaucoup de descentes très accidentées qui font mal avec des parties très raides et des cailloux partout. Mais il est chouette. Après, il est quand même relativement complet, parce que sur le papier, il semble pas y avoir beaucoup de relances et de portions très à courir. Et en fait, ça court quand même beaucoup malgré le terrain accidenté. Mais ouais, il me plaisait beaucoup ce parcours. Ouais. Très sauvage, très pentu, et puis des paysages autour qui étaient juste fabuleux, quoi. On se projette là sur le jour de la course, donc samedi dernier, j'ai pu te voir au moment de l'échauffement. Comment est-ce que tu as abordé cette course avec une telle charge émotionnelle? Elle était forcément différente des autres. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti là, à l'abord de ce dernier départ? C'était assez ambigu, parce que oui, il y avait une pression de bien faire, une envie, une peur aussi, voilà, enfin une peur, pas forcément, mais en tout cas une peur de laisser place à l'émotion. Et en fait, j'étais dans un état d'esprit, même les jours d'avant, assez bizarrement sereine, en fait. J'avais très envie de le faire, et je ressentais pas du tout le stress qui fait mal, en fait, qui bloque les jambes, comme ce que je pouvais ressentir sur d'autres compétitions, en fait, de cette envergure-là. J'ai eu la chance d'avoir 3 sélections en équipe de France avant, et clairement, avant, c'était pas la panique, mais voilà, c'était un grand stress de porter ce maillot. Et là, je dis pas que j'étais pas stressée, c'est pas vrai, mais c'était plutôt positif, quoi. Enfin, j'étais dans un état d'esprit d'avoir très envie et très positif. C'est assez particulier, en fait. Oui, ta dernière sélection, c'était en 2017, en tout cas la précédente. Sur les championnats de France, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu peux penser? Est-ce que c'est un scénario qui s'est produit avec les mots de vent que tu as pu connaître, enfin, voilà, et l'altitude? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux appréhender, ou c'est complètement... Qu'est-ce que tu avais envie de vivre avec cette course-là? Comment tu avais décidé de l'aborder? Quitte à artificiellement, tu vois, mentalement la twister un peu pour que, voilà, surmonter l'émotion. Qu'est-ce que tu t'étais dit qu'elle devait être? Je voulais prendre du plaisir. Enfin, je voulais vraiment que ce soit du pur plaisir et savourer. Je savais que j'allais avoir mal à des moments, hein, parce que forcément, on sait à quoi s'attendre, et on savait que ça allait être une course difficile. Mais je voulais aussi avant tout que le plaisir soit là, et vraiment profiter à 200% en fait de ce parcours-là, et de vivre cette aventure avec les couleurs de l'équipe de France. Alice, ça y est, le départ vient d'être donné de Canfranc. Est-ce que tu peux nous raconter ta course, une première partie où tu as décidé de rester sage, mais tu as été quand même très vite devant, notamment en 5e place. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le début de course, ensuite ta 4e place? Il y a eu un petit fait de course aussi avec ton bâton. Est-ce que tu peux nous projeter un peu sur le scénario de ta course? Alors c'est vrai que bon, on avait fait un petit plan de course. La première partie, effectivement, ça débute avec une longue montée qui quand même se court beaucoup. Mais le but du jeu, c'était quand même d'y aller, d'être resté relativement sage jusqu'à Nayette, le premier ravitaillement. Donc on avait une 30aine de bornes pour arriver jusque-là. Donc c'est vrai que oui, je suis partie relativement prudemment. Bon, ça partait sur la route, voilà, c'est jamais très intelligent, mais en tout cas, je suis restée derrière. Enfin, je suis restée sage, quoi, en tout cas, et dans les pas je savais absolument pas au départ où je me situais par rapport à la tête de course. Donc, j'ai fait autant aux sensations. C'est vrai J'avais demandé que à Adrien, j'avais posé la question avant la course, l'erreur à ne pas faire. Il avait dit partir trop vite. Et voilà, se laisser s'emballer, t'as appliqué à la lettre sa recommandation. ouais, je pense que c'était un peu un signe qu'il avait donné à tout le monde. Ouais. Et puis, c'était rigolo parce que dans la nuit, en fait, dans la montée, je me suis retrouvée derrière Ida Nilsson. Et c'est vrai qu'Ida, je suis assez fan d'Ida. On a couru beaucoup depuis le début, en fait, dans les circuits skyrunning, notamment les Transvulcania, et j'étais toujours derrière elle. Et j'admire beaucoup cette coureuse, et du coup, je me suis retrouvée derrière elle. Et en fait, je me sentais mieux. Du coup, j'ai passé Ida. Et en fait, voilà, j'étais dans ma course, j'ai fait mon rythme, et je me suis retrouvée voilà, relativement vite, en fait, à la 5e place. Et on me l'a dit que quand j'étais au pied de la Moleta, parce que très honnêtement, je savais pas du tout où je me situais.
À la Moleta, j'avais beaucoup de copains, donc bon, cette partie-là, elle est chouette là sur cette crête pleine de cailloux, elle était géniale. Grand plaisir dans la descente. Dans la descente, après, au pied de la descente, voilà, j'ai retrouvé, il y avait Adrien, il y avait tous les membres, le cadre en fait de l'équipe de France, et des copains, et il y avait Olivier Guy aussi, c'était rigolo de le voir. Et tous, voilà, m'ont annoncé ma place que je ne savais pas. Donc là, je suis arrivée en 4e place parce que du coup, j'avais doublé une fille dans la descente. Donc toujours très bien. Et là, c'est vrai que le jeu, c'était de rejoindre le ravito, ce que j'ai fait bien, avec un très bon ressenti, et j'arrivais à bien courir, ça allait bien. Et puis après, je savais qu'il y avait ces 35 km de crête, enfin, notamment avec la traversée de crête que j'avais hâte voilà, d'y arriver. Et là, la consigne, c'était de profiter et de savoir que voilà, c'était un peu l'endroit où je pouvais m'exprimer. Et donc, c'était la consigne. Que tu arrives à appliquer, là, est-ce que tu allais d'autant plus amplifier cette idée d'émerveillement que c'est la dernière? Est-ce que tu arrives à lui donner une saveur un peu différente? Est-ce que tu l'apprécies différemment de ce qu'aurait pu être une autre course il y a quelques années? Ouais, je pense que j'avais vraiment envie d'en profiter, et c'était le cas. C'est vrai que c'est tout bête, mais quand j'ai cassé mon bâton, honnêtement, je pense que ça aurait été sur n'importe quelle course. Je me suis, enfin, j'aurais vraiment eu un moment de battement et de dire non, là, c'est la cata, je sens mes bâtons, ça va être terrible. Et en fait, mais vraiment, quoi, je me suis dit, mais c'est pas grave, mais vraiment, enfin, je pense qu'il y a eu une voix interne en me disant, bon, mais c'est vraiment pas grave, tu t'affoles pas. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Et du coup, je les ai rangés, et puis sur la crête, c'était formidable, quoi. Je me suis régalée. Je suis arrivée à un col avant le fameux col des supporters de l'équipe de France, du coup, où là j'avais mes copains et je leur dis, mais vraiment, je suis trop bien, c'est génial, c'est trop bien. Et voilà. Après, c'est vrai que le fait d'avoir ce bâton cassé, indirectement, je pense que ça a un petit peu payé, parce que les cuisses travaillent. Ouais, il y a quelques radars qui sont pas très très longs. Enfin, ça doit être du 300, 400, mais pas guère plus. Mais ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. Donc c'est comme ça. C'est comme philosophe. Ça. Après, c'est ça. Et puis il y a ton Faustin, tes proches qui sont à côté de toi pour te porter aussi. Ah ouais, Faustin, il était en éveil. Il était à fond. J'y ai fait un bisou, mais il me disait non, maman, vas-y, continue, t'arrêtes pas. C'est Adrien qui lui avait donné les consignes. Je pense, ouais. Ah ouais, non, c'était trop bien de les voir, quoi. C'était vraiment génial. Il y avait énormément de Français. C'était trop bien, quoi. Donc ensuite, tu arrives peut-être à Candanchou, si on avance un petit peu dans le temps. C'est ça, le kilomètre 64? Ouais, au kilomètre 64. Donc je suis un petit peu là, voilà, j'ai un peu puisé. Je suis en 5e position parce qu'il y a une Espagnole qui me rattrape. Et là, en fait, clairement, il y a tous les membres de l'équipe plutôt du trail court qui sont présents, et qui me donnent déjà des nouvelles que les garçons, ils sont incroyables. Et puis que encore nous, on a de quoi briller en équipe, que les filles sont bien et qu'on est bien, et de rien lâcher, bien sûr. Donc c'est là que en fait, clairement, c'est là que c'est la magie de l'équipe de France, c'est que du coup, on pense même plus à. Enfin, clairement, moi, je pensais pas accrocher ce podium, même si plein de fois on me disait t'es à 2 minutes, t'es à 2 minutes à 3, l'italienne est pas bien. Enfin, c'est difficile d'avoir des bonnes infos sur la course, mais j'avais quand même ces genres d'infos sur la course. Mais voilà, je pensais vraiment pas. Et très honnêtement, j'ai jamais pensé en fait à l'accessibilité de ce podium. Je me disais, il faut y aller. Gagner des secondes pour l'équipe, c'était ça l'enjeu. Ouais, mais vraiment. Et c'était la consigne. Et là, vraiment, on pense qu'à ça, quoi. Et à Candanchou, Adrien me dit, voilà, il y a Mathieu qui est pas bien, il t'attend. Et là, et là, ça a été génial, parce que franchement, j'étais pas bien du tout. J'ai commencé à cramper vraiment dans la montée. L'avant-dernière montée, là, elle est excessivement mal. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Et Mathieu, c'était un moteur incroyable, quoi. Il m'a encouragée. Il me disait, allez, mange, hydrate-toi, passe par-ci, passe par-là, c'est mieux. Enfin, il a tout fait pour m'encourager et m'aider. Et vraiment, il m'a aidé énormément, quoi. Et là, la mission, c'était on rentre tous les deux et on va à bloc. Tout ce qu'on fait, on donne tout, quoi. C'est chouette de pouvoir compter sur l'équipe de France au sens large, tu vois, sur l'équipe masculine qui vous viennent en support aussi, c'est génial. C'était juste incroyable. Vous fait la même chose dans la situation inverse, j'en suis certain, mais c'est génial de voir ce bel élan. Et est-ce que, j'imagine, évidemment, le jeu là, c'est d'accélérer le temps pour le chrono et d'aller vite, mais est-ce que tu as aussi envie, d'une certaine façon, de le ralentir pour savourer le plus longtemps possible ces derniers kilomètres? Est-ce que tu as aussi ce truc-là
vouloir prendre tout de façon encore plus forte parce que c'est la dernière? Non, je veux tout donner. Ou juste là, tu traces et il n'y a qu'un objectif, c'est la plus belle médaille? Exactement. J'essaie vraiment d'essayer de tout donner, tout donner, tout donner. Et là, je voulais pas penser, en fait. Clairement, j'ai jamais essayé de laisser place à l'émotion, mais un petit peu comme, c'est rigolo parce que j'y ai repensé. C'est un petit peu comme la fin du GR, en fait. Où à aucun moment, je me dis là, tu es presque arrivé parce que clairement, une cheville et c'est fini. Enfin, une chute et c'est fini. Et les dangers sont permanents jusqu'à l'arrivée, quoi. Donc, du coup, je veux pas laisser place à ça. Même si au fond de moi, je me disais là, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et je crois que là, j'en ai marre d'avoir mal, quoi. Et juste ce petit ressenti que j'avais dans la tête, c'était plus ça. Parce que franchement, la fin de course, ça m'a fait vraiment mal. Mais je voulais pas céder à cette pensée que c'était la fin, jusqu'à la ligne. Tu repousses là ce moment de l'émotion, tu es très concentré. À quel moment tu te fais quand même malgré tout reprendre? Est-ce que c'est au moment où tu franchis la ligne? Ou est-ce que ce dernier virage arrivé devant la gare, tu es déjà prise par l'émotion? C'est vraiment au franchissement de la ligne, parce que j'ai sprinté. C'est débile, hein. J'ai vraiment sprinté jusqu'à la ligne, en dernière ligne droite, juste tout ce que j'ai pu. Par contre, ouais, clairement, à l'arrivée, il y a tout qui s'effondre et j'en ai même fait une sorte de crise d'asthme, quoi. Ouais. Et il y a eu l'hypotension aussi, de ce que j'ai compris. Un peu tout se mélange. Ouais, il fallait faire un petit tour avec le médecin. Donc, tu finis la course en 6e position. Marion, championne du monde en titre, finit 8e. Hilary, pour sa première sélection, 10e. Jennifer Lemoine aussi, pour sa première sélection avec Anne-Cécile, 17 et 18e. Donc, un tir groupé assez génial de vous toutes là dans les 18 premières. J'imagine que c'est un scénario génial. Une médaille individuelle, ça aurait été évidemment très chouette, mais cette médaille collective, j'imagine que c'est aussi une merveilleuse façon de conclure ta carrière. Ouais, c'était génial, franchement. Et puis voilà, de voir Marion aussi revenir, c'était trop bien. C'était vraiment trop, trop bien. On avait une équipe, on savait que l'équipe serait solide, quoi, mais en plus dense, quoi. Enfin voilà, on avait la chance d'avoir, il n'y avait pas forcément de leader comme pourrait être, par exemple, aux États-Unis, où ils avaient Cathy qui pouvait, de toute façon, quoi qu'il arrive derrière, elle leur assurait un temps incroyable. Nous, voilà, on avait la force d'être toutes là et d'être toutes à niveau similaire, quoi. Et ça, c'était chouette, quoi. C'est ça qui était Mais donc, le podium, tu l'as cité, c'est Katy Scheidt qui l'a emporté, qui est devenue championne du monde après avoir déjà gagné les 4 monuments du trail, enfin de l'ultra. Soumaya Bouddha pour le Népal, 2e, et Fabiola Conti qui a terminé 3e, l'italienne. Est-ce que tu changerais quelque chose à ta course? Tu étais dans cet état d'esprit de prendre du plaisir. On a compris, évidemment, c'est de l'ultra, il y a de la souffrance. On a quand même le sentiment que c'est ce qui a dominé. Est-ce qu'il y a des choses que peut-être tu aurais voulu faire différemment ou qui se passent différemment? Ou est-ce que tu prends cette course-là telle qu'elle est? Ouais, je la prends. Et tu la gardes au chaud. J'aurais bien gardé un bâton. mais voilà, après, non, je suis contente de ce que je crois que j'ai tout donné. J'aurais pas fait mieux et c'était chouette. J'ai rien à regretter, quoi. Tu parlais de dernière danse là pour cette course. Est-ce qu'elle ressemblerait le plus à quoi? Est-ce que ce serait plutôt un tango intense et passionné, une valse élégante et fluide, ou un slow un peu mélancolique et contemplatif? Je dirais plutôt le tango. Ouais, intense et passionné. Le tango, ouais, la valse, pas trop. Ça se terminait par du hard rock peut-être, voire du métal. Merci beaucoup Annelise d'être revenue avec nous sur ta course. Juste pour un tout petit peu parler de ton état d'esprit aujourd'hui, déjà on est un peu à froid, ça fait quelques jours, et puis de la suite. Est-ce qu'il y a de la place pour du soulagement aujourd'hui là, dans cette décision et puis dans ce nouveau chapitre qui s'ouvre pour toi et pour ton équilibre personnel, professionnel? Je me rends pas trop compte parce que là, voilà, on est ensuite à une course, donc on est encore à la fois très fatigué, à la fois un peu dans l'euphorie, on est dans la coupure aussi. Donc je me rends pas compte après, voilà, c'est, pour l'instant, on va dire qu'il y a un petit soulagement, mais c'est plutôt positif. En tout cas, c'est vrai que c'est difficile de se projeter. Puis là, pour l'instant, je suis plus je savoure, on profite de ce qui s'est passé. On essaye de se reposer et puis après on verra comment ça se passera la suite, quoi. Je me suis pas mis au tricot tout de suite et j'attends de voir. Donc là, tu es en pleine réflexion, j'imagine, et puis il faut que tu te donnes le temps effectivement de comment tous tes piliers de vie vont se rééquilibrer. Est-ce que
c'est quelque chose de possible d'imaginer que tu vas t'accorder du temps libre, par exemple, sur le temps que tu vas peut-être un peu te libérer. Tu pourras peut-être un peu nous parler aussi de ce à quoi tu aspires dans ta pratique, peut-être sans dossard pour la suite, mais est-ce que dans tout ça, il y a aussi des moments avec des cases vides dans ton agenda, chose qui c'est complètement inexistante pour toi depuis des années? Est-ce que c'est un luxe auquel tu voudrais aspirer? Des cases vides, pas forcément, mais des cases avec Faustin et Adrien et prendre plus le temps. Enfin, c'est tout bête, mais voilà, de pouvoir, quand on va courir ensemble. Quand Faustin est là, on profite pleinement et on essaye de pas être toujours à 300 à l'heure et voilà, de pouvoir profiter et de savourer. Après, du temps libre, faut pas se leurrer. Je suis pas, je reste quand même active Bien sûr. et je n'aurai pas des temps d'ennui, mais par contre, des temps plus posés, de profiter et de savourer un peu plus que. Oui, tu es prête à t'autoriser ça en tout cas. Oui, clairement. Est-ce qu'il y aura de la place encore pour tes défis, des records, des FKT? Est-ce que tout ça, c'est dans un coin de ta tête? Est-ce que c'est juste le dossard auquel tu as renoncé? Peut-être il y aura des petits défis. Alors bien sûr, pas de l'ampleur de la Corse, c'est pas possible. mais des petits défis, ouais, on y pense un petit peu, ouais. Est-ce que ton engagement dans le trail pourrait aussi prendre une nouvelle forme, du coaching, des conférences, de la sensibilisation? Est-ce que c'est des choses que tu as envie de faire aussi, ou là aussi c'est prématuré? Non, je pense pas. Alors coaching, clairement pas. C'est pas du tout. Ça a jamais été mon ambition, mon envie. J'ai toujours été, voilà, je cours, mais je suis pas apte à coacher, ça c'est sûr. Et non, après, voilà, être présente, je veux bien, mais pas. Je veux pas être acteur non plus autre que coureur. Anis, je te propose juste un tout petit bilan. Vraiment rapide, à revenir sur les courses qui ont jalonné ton parcours et comprendre celles qui ont compté. Je vais te donner un adjectif à chaque fois et tu vas me dire spontanément la course qui lui correspond. Mais je ne vais pas te demander ta course préférée ou autre parce que ça n'a pas de sens, mais elle ne se compare pas. Mais juste avec des adjectifs, peut-être ça fait une clé d'entrée différente. La course charnière, le vrai tournant dans ta carrière, c'est quoi? CCC? GR20. GR20. La plus alchimique, la course où l'environnement, l'état d'esprit, l'effort ont formé un mélange parfait. Transvulcania. La plus chargée en émotions. Le GR et les mondiaux. médaille d'or ex aequo pour les deux. La plus exigeante, la plus difficile. Le GR. Et la plus gratifiante pour finir, celle qui t'a rendue la plus heureuse. Le GR. D'accord. Mais c'est tellement, ça restera, voilà, l'aventure de ma vie, c'est sûr. Anis, au moment de clore ce chapitre, là, qu'est-ce qui va le plus le manquer de ce que tu as connu de ces années de compétition? C'est cette émotion, en fait, je pense il n'y a que le sport qui nous fait vivre ça. Vraiment, en fait. Tous ces stades d'émotion, parce que ce soit de la forte joie, que ce soit de la frustration, que ce soit de la déception, les émotions qu'on peut vivre à travers notre sport, quel que soit le sport, mais en tout cas, le trail, il génère de l'émotion qui, je pense, n'a pas d'égal. Est-ce que ça va être facile pour toi de regarder les courses qui arrivent ou est-ce qu'il y aura un petit pincement au cœur et tu vas peut-être détourner le regard sur les prochains grands rendez-vous? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas être alerte et suivre ça avec beaucoup d'intérêt et de passion encore? Ou c'est un peu sensible potentiellement? Je sais pas. Très honnêtement, à titre d'exemple, ces dernières années, voilà, bien sûr, quand il y a des copains qui courent, je regarde ce qui se passe, mais ça fait quand même. J'ai jamais été devant les lives non plus 24 heures sur 24, même à suivre. Même des UTMB. Hein, c'est vrai que je pense que je garderai l'attention, bien sûr. Je garderai surtout par rapport aux copains qui le font. Mais voilà, je pense que relativement sereinement en tout cas, et sans frustration. Merci beaucoup Anne-Lise et surtout bravo. Je parle en mon nom, mais je pense qu'il y a des milliers de personnes qui ont envie d'avoir ce micro pour te dire tout ça. Merci pour toutes ces performances de haut vol. Merci pour tes sourires, ta douceur, ton humilité. Tout ça ne va pas disparaître. Par chance, ça va continuer sous une autre forme. Tu vas nous manquer évidemment, mais tu ne seras jamais bien loin, en tout cas dans nos cœurs, sois-en sûr. Et puis à très bientôt. Si c'est pas sur les sentiers, en tout cas, ce sera forcément pas très loin, juste à côté sur les bords de sentiers. Ce sera toujours un plaisir, en tout cas, de le voir dans ce si beau décor qui est l'Ultra Trail français. Merci pour tout ce que tu as fait pour ce sport. Et puis voilà, on sera très alerte sur tout ce qui pourra se dessiner comme défi dans les mois et années à venir. Et surtout, sois heureuse dans la vie qui t'attend. C'est ça qui compte. Merci. Salut Anne-Lise. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne rien manquer de nos prochaines histoires et continuer à vibrer avec nous. Cela ne vous prendra que quelques secondes et c'est aussi la meilleure façon de soutenir ce podcast indépendant. Et si vous aimez les récits d'aventure, courez découvrir mon autre podcast, Aventure épique. On y partage des aventures en plein air, à couper le souffle. À bientôt.